France Inter. It's Morning Edition from NPR News. MCT 3年嘅考試。حاليا راديو روزانا بباريس. Produce gente en la radio. Faut pas changer de radio. France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde, c'est un jour avec le pape dans la pop culture ce soir. Habemus papam, eminentissimum, ac reverendissimum. Bonsoir Yuna Rivalin. Bonsoir Fabienne. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service religion du quotidien La Croix. Vous êtes en duplex de Rome, évidemment. On remercie au passage et on l'embrasse Bruno Duvic qui vous a prêté ses moyens techniques. Je n'ai pas résisté, évidemment, pour ouvrir cette conversation à ce début de ce film génial de Nanni Moretti qui s'appelle Habemus Papam. Il vient d'être élu, ce pape. Il n'arrive pas à affronter sa charge. On y reviendra d'ailleurs. Mais d'abord, tous les films du pape, Yuna Rivalin, autour du pape, celui-ci, Conclave sur Netflix, Les Deux Papes de Fernando Merey, tous ont eu une augmentation de dingue, plus 400% ces derniers jours de visionnage. À votre avis, qu'est-ce que ça nous dit, ça, quand même ? Ça nous dit qu'il y a quand même une fascination aujourd'hui pour la figure du pape. Ça reste un des derniers huis clos du monde. C'est un milieu qui fascine, on le voit notamment avec Da Vinci Code aussi. Il y a toujours eu une fascination pour le Vatican. Et Angers Démon surtout d'ailleurs, parce que c'est là qu'est vraiment le pape. Ouais. Voilà, donc c'est toujours quelque chose qui fascine. Là, on le voit aussi avec les bookmakers qui s'activent. Ils en parlent jamais du pape, mais là, en ce moment, c'est la folie, quoi. Est-ce que vous aussi, d'ailleurs, vous avez eu la curiosité de revoir ces films-là, ou est-ce que ça vous rappelle le boulot, Yuna Rivalin ? J'avoue que ça me rappelle un petit peu le boulot. Moi, j'avais vu Conclave, j'avais beaucoup aimé Conclave, où vraiment il y avait eu énormément de similitudes avec la réalité. Donc c'était toujours, effectivement. Et on comprend pourquoi les téléchargements ont atteint des niveaux exceptionnels là ces derniers jours. Après, ce qui est intéressant quand on se penche un peu là-dessus, qu'on revient en arrière, Yuna Rivalin, c'est que il n'y a pas si longtemps finalement que le pape est une figure de fiction. On a beaucoup montré la religion, on a montré les congrégations, on a montré les hommes d'église, mais la figure du pape elle-même, semble-t-il, a mis plus de temps à rentrer dans la fiction et avec une représentation par ailleurs qui était d'abord celle du pouvoir politique. On le représentait pour le mettre en cause même. Je pense à Costa Gavras et Pie XII dans Amen. Je pense même à la série sur les Borgia par exemple. Le pape d'abord, on le montrait pour le critiquer. Oui, c'est vrai que là, il y a eu toujours une façon de représenter le pape. Alors là, vous parliez de figure du prêtre qu'on avait eu, qui était beaucoup plus commune, beaucoup plus proche des gens. Je pense notamment à Don Camillo Fernandez. Je pense à des films plus récents comme Mission, comme Des Hommes et des Dieux, etc., où on avait un regard beaucoup plus miséricordieux, finalement, pour utiliser des mots religieux. Alors que la figure du pape, on a toujours été beaucoup plus sévère. Et là, c'est seulement ces dernières années, avec des films comme Les Deux Papes, comme Conclave aussi, qui a donné un côté plus humain, ou Habemus Papam, on l'entendait tout à l'heure, qui a donné un côté plus humain et plus relatable, comme je dirais en anglais. En fait, on s'identifie plus facilement à la figure du pape. On va y venir à cette figure-là, mais je voudrais d'abord vous faire écouter ce petit extrait. Allez, mon fils. J'ai trompé ma femme. Continuez, mon fils. Je me suis parjuré. J'ai tué des hommes. Et j'ai fait tuer des hommes. Continuez, mon fils, continuez. Alors j'ai voulu qu'on entende cet extrait, Yuna Rivalin, parce qu'on est dans le Parrain 3, et c'est la seule et unique apparition, forcément, de Jean-Paul Ier, qui confesse le mafieux Corleone, en l'occurrence Al Pacino, et le film, et c'est ça qui est intéressant, en profite pour faire le lien encore une fois entre Vatican et mafia, interroge aussi l'empoisonnement ou pas du pape Jean-Paul Ier. Donc le Vatican, encore une fois là, c'est la mafia, c'est l'argent, c'est la corruption, ça reste une image de fiction assez tenace. Oui, ça reste une image de fiction. On reste en Italie aussi. C'est vrai, il y a aussi. toujours, il y a toujours une forme d'italianité qui reste aussi dans le Vatican et qu'on voit. Enfin, d'ailleurs, le pape François avait fait plusieurs blagues là-dessus où il disait, quand il parlait des migrants, il disait, lui qui était un migrant d'origine italienne venu habiter en Argentine, il disait, nous les Italiens, on a ramené la mafia en Argentine. Voilà, c'était quelque chose qui reste assez présent et ça alimente
apporte aussi cette vision assez fascinante qu'on a pour le Vatican quand elle se lie à celle de la mafia, qui est un autre monde, un autre univers de pop culture même. Et puis vous avez raison, l'image du Vatican et l'image du pape s'est retournée un peu ces dernières années avec une représentation qui est plus spirituelle, qui est presque plus mystique. Et le meilleur exemple peut-être que c'est effectivement les deux papes de Fernando Meirelles, parce que c'est une conversation fictive entre Benoît XVI et le pas encore pape François. Et à ce moment-là, ce sont de vraies discussions religieuses. Avant ce film-là, avant Conclave peut-être, et avant Habemus Papam qui est un peu plus récent, 2011, on n'avait pas cette figure-là, on n'avait pas cette conversation-là en tout cas. Mais parce que la conversation n'existait pas non plus dans la vraie vie. Avoir deux papes, c'était quand même complètement inédit. Alors ça, c'est vrai. Voilà, et c'est pour ça aussi que on en est venu à pouvoir le mettre en fiction. Mais c'est vrai que ce film met en scène une forme d'amitié qui était réelle entre les deux papes, Benoît XVI et François, et puis qui leur donne un côté beaucoup plus, on s'identifie beaucoup plus facilement à eux, et en fait qui accentue ce côté vraiment plus humain qu'on peut avoir, qui n'est pas juste le successeur de Saint-Pierre avec un énorme rôle aussi de chef d'État, etc. Mais il y a vraiment quelque chose où on peut s'identifier à eux. Avec c'est pareil dans le Nanni Moretti, mais c'est pareil aussi dans le Jude Law, par exemple, dans le Young Pop, d'une autre manière, où on voit des personnages qui sont confrontés au pouvoir, à la solitude. Ce sont des hommes qui doutent. Absolument. Et ce sont donc des papes qui sont ramenés à leur condition d'hommes. Et ça, c'est assez récent, on va dire, dans la fiction et dans l'image qu'on veut donner du pape. Mais on le voit d'ailleurs dans Conclave, il y a un des personnages qui est le doyen du collège Cardinalis, qui, dans une de ses méditations aux congrégations générales, donc qui sont le pré-conclave, qui, dans la vraie vie, ont lieu en ce moment, fait part de ses doutes, etc. Et en fait, ça, c'est vraiment complètement nouveau. Et je pense que c'est lié aussi à une forme de sécularisation de la société, c'est-à-dire que je parlais tout à l'heure de Fernandel et de Don Camillo, c'était des films qui avaient lieu dans une époque où en fait la figure du prêtre, la figure religieuse était encore largement répandue. En fait, on connaissait tous plus ou moins un prêtre dans son entourage. Là, c'est une figure qui interroge beaucoup plus parce qu'elle est plus rare et parce que elle fascine davantage. C'est un choix qui détonne un peu dans la société matérialiste actuelle, et ce qui fait qu'on va beaucoup plus s'intéresser à la personne plus qu'au personnage. Je sais pas si je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais absolument. Et d'ailleurs, pour renchérir sur ce que vous dites, Yuna Rivalin, dans les deux papes dont on parlait tout à l'heure, on sent bien que à la fois on est dans la conversation spirituelle, mais on est aussi dans ce que la pop culture finira par retenir, notamment du pape François, puisqu'il le montre en train de siffloter ABBA dans les toilettes, il le montre en train de parler des Beatles, il le montre en train d'aimer le football. Donc ce film dit déjà, au fond, que sous François est né un pape et une communication du Vatican qui a voulu montrer aussi autre chose. Qui était complètement nouvelle. Le François, c'est le premier pape sur Instagram, c'est le premier qui s'est inscrit. Il a d'ailleurs pété les scores sur Instagram. Il a fait la cover de Rolling Stone en 2014. Ouais. Il a été élu personnalité de l'année par Time Magazine en 2013. Enfin, il a été dans Esquire comme l'homme le mieux habillé, ce qui est quand même un comble, mais enfin quand même un comble. Mais il a fait un message aussi pour le Super Bowl en 2017. Enfin, en fait, il y a eu toute une période où il y a eu un renversement, c'est-à-dire que la pop culture s'était appropriée l'image du pape. Je me rappelle dans des films comme de pure comédie comme Hot Shot, où il y a un flic où on voyait le pape Jean-Paul II, mais il y a eu un renversement, c'est-à-dire que la pop culture a aussi été utilisée par François pour se rendre proche des gens. François, c'était le pape des gens, le pape qu'on voulait toucher, le pape qui se voulait proche et qui voulait tourner l'Église vers l'extérieur plutôt que de se regarder elle-même. Donc il y a vraiment il a utilisé la pop culture pour pouvoir aller vers les gens. Et la pop culture l'a fait toute seule, si j'ose dire. Je me souviens très bien, vous aussi, j'imagine que quand l'IA a commencé à être partout, notamment les premières démonstrations de ses capacités sur les photos, il y a eu cette fameuse photo du pape François dans une doudoune Balenciaga, un petit peu format rappeur comme ça. Je suis pas sûre qu'on aurait imaginé faire la même chose avec Benoît XVI, et peut-être même qu'à une époque le Vatican aurait été vous allez trop loin. Est-ce qu'aujourd'hui c'est aussi le Vatican qui comprend l'intérêt de laisser ce pape-là à l'époque, mais les papes finalement devenir des objets de pop culture? Est-ce que eux aussi, diriez-vous, qu'ils ont progressé, qu'ils l'ont intégré? Alors, deux choses. D'ailleurs, d'abord, je sais pas trop si c'est vraiment le Vatican plus que François. Ouais. J'ai l'impression que c'est vraiment François qui avait cette personnalité, déjà, quitte à tordre parfois le bras, que ce soit à la curie, ou voilà, en fait, de pouvoir lui-même diriger son image. Et ensuite, il y a cette façon enfin voilà, en fait,
il n'y a pas non plus un contrôle absolu sur tout ce qui se passe. François, c'est devenu un mème, notamment si on parle de culture Internet qui s'est extrêmement développée. En fait, la pop culture va très très vite, mais les papes restent. Et là, François, il était là depuis 2013. En fait, en 2013, en termes de culture, de pop culture et de culture Internet, il s'est passé énormément de choses. Donc, il a aussi pu devenir un mème sans forcément avoir de lui-même de pouvoir là-dessus. Et peut-être à son corps défendant, d'ailleurs, un peu au final, il me pardonnera, comme la reine d'Angleterre à son époque, qui est un objet de pop culture, sans l'avoir cherché, mais c'est aussi l'époque qui fait ça d'elle. Est-ce qu'il a fait des émules? Je pense d'abord au suivant, potentiellement, parce que maintenant il y a quelque chose qui est enclenché. Je pense à cette photo qu'on a tous vue partout, d'un cardinal qui est dans le bus et qui va au conclave et qui fait un selfie en allant dans le conclave. Encore une fois, ce sont peut-être des scènes qu'on n'aurait pas vues sans le pape François, non? Alors, c'est vrai qu'en fait, il y a le pape François, mais il y a aussi le monde qui évolue naturellement. Les cardinaux, ça reste des hommes qui sont certes âgés, mais qui vivent aussi dans leur temps. C'est vrai qu'ici, en étant à Rome, c'est assez cocasse parfois de voir le décalage entre le choix qui est en train de se jouer et la vie qui continue autour, et les cardinaux qui font des selfies, qui envoient des vocaux. On a aussi reçu des vocaux de cardinaux. C'est tout des choses qui sont pas forcément liées à l'héritage de François, plus qu'à vraiment l'évolution du monde et de la technologie qui les entoure, même s'ils sont pas toujours très à l'aise avec la technologie, et ça reste quand même quelque chose avec lesquels ils vivent, qu'ils le veuillent ou non. Yuna Rivalin, vous avez dit tout à l'heure effectivement que Conclave était très proche, le film Conclave était très proche de ce qu'est réellement un conclave. Je voudrais qu'on écoute un extrait. Si vous voulez faire campagne pour moi demain, alors faites en sorte que mon message soit clair. Je soutiens absolument tout ce que Tedesco rejette. Bien, veuillez m'excuser. Bon. Rocco, tu parleras aux Américains. Villanueva, je te laisse les Sud-Américains. Gianmarco, charge-toi des Africains. Est-ce qu'on est très proche de la réalité, Yuna Rivalin? Parce que ce que ça veut dire aussi dans ces cas-là, c'est que le Vatican a vraiment ouvert ses portes, qu'on a raconté, qu'on sait tout des coulisses aujourd'hui et qu'on peut désormais en faire un objet de culture, comme par exemple ce film-là. Alors, on ne sait pas tout des coulisses. C'est vrai qu'on aimerait, nous journalistes, pouvoir en savoir un petit peu plus. En fait, les cardinaux signent un serment dans lequel ils jurent de ne pas trahir le secret du conclave. Donc, il reste quand même ça reste quand même un huis clos vraiment à ciel ouvert qui commencera le 7 mai, mais qui est déjà en cours. C'est-à-dire que les cardinaux doivent ne pas révéler trop ce qui se passe pendant les convocations. Mais est-ce qu'on les imagine comme dans le film, en train de descendre fumer une clope pour parler tranquillement du vote, entre deux votes, etc. Est-ce que ça, pour le coup, la culture populaire s'en est bien emparée? Absolument. En fait, c'est vrai que quand on regarde Conclave, Conclave montre des cardinaux qui doivent faire le choix du prochain pape, mais c'est avant tout des hommes qui sont qui sont aussi des vieux monsieur qui fument des clopes, qui discutent entre eux et qui se disent tiens, moi je vais voter pour ci et moi je vais voter pour ça. Il y a quand même il y a eu dans Conclave, il y a une forme un peu de caricature, je veux dire, parfois de l'aspect politique, mais ça reste quand même très présent dans les discussions entre cardinaux. Certes, il y a des discussions sur les enjeux, les futurs enjeux de l'Église, les enjeux internes, etc. Mais il y a évidemment, oui, des questions de politique. Je voudrais juste vous faire rapidement écouter un autre extrait d'Habemus Papam. Non io, Signore, non scegliere me. Non sono all'altezza. Non io. On est juste avant le premier vote et ils sont tous en train de prier, on entend leur prière monter en disant « pas moi, pitié, pas moi ». Est-ce que ça aussi, au fond, est-ce que c'est une espèce de légende qui dit en fait que la charge est tellement grande que finalement personne n'en veut, ou au contraire, enfin ils sont tous tellement politiques qu'ils en veulent de cette charge-là? Alors, ce qu'on dit ici à Rome, c'est que celui qui entre au conclave en se voulant pape en ressort cardinal. En ressort cardinal, ouais. Voilà, il y a vraiment. Alors, je pense que la plupart des gens, la plupart des cardinaux qui sont potentiellement papabili, c'est une charge dont personne ne veut. C'est à la fois une bénédiction et une malédiction. Je pense que c'est quand même une énorme charge. Là, il y a un cardinal qui a fait sa valise en partant le lendemain de la mort du pape et qui a pris son billet retour qu'il ne
reprendre à jamais pour rentrer chez lui. Ouais. Voilà, il y a quand même quelque chose qui est extrêmement lourd. Alors, je pense que ceux qui veulent absolument être pape, c'est pas forcément les meilleurs qualifiés pour ce poste. Très très bien rendu dans la fiction, en tout cas, et on conseille vraiment de voir. Moi en tête, je mets Abbé Mouspapa, mais je lui mets 18 étoiles. Merci 1000 fois Yuna Rivalin, c'était un plaisir de discuter avec vous. Bon courage, vous avez du boulot, vous êtes journaliste au service religion au quotidien La Croix. Merci encore à Bruno Duvic. La suite, ce soir, c'est la suite et la fin de notre série sur la Syrie. 5 mois après la chute de Bachar, retour ce soir dans la fameuse prison de Sednaya. Pour aller ensemble jusqu'à 19h, il y a Kevin Dufresne sous les radars. Autre petit état enclavé en Italie, à Saint-Marin, un tueur en série arrêté, il s'en prenait à des chiens. Le Monde à 18h50, c'est vous Franck Matvon. Bonsoir Franck. Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Accord Kiev-Washington signé hier sur les minerais et peut-être des raisons d'espérer pour l'Ukraine. Et la tech, la première de Stéphane Jourdain. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Fabienne, j'ai testé le générateur de podcast en français de Google. Révolution ou pas, la réponse. Allez, à tout de suite tout le monde, le tour de la planète commence à peine, il passe par l'Angleterre et le Mali. Avec Pierce Faccini et Balaké Sissoko, If Nothing Is Real, en playlist sur Inter. Whispering to myself, finding somewhere that I can be, for something that I see in you, for someone that you would see in me. If nothing is real, then nothing is true. Nothing is real. Today we'll turn away from you. Fire till it grew cold. With my own eyes saw the embers fade. Castles we built made of sand. With the rain how they washed away. When nothing is real, and nothing is true. Nothing is real. Today we'll turn away from you. Away from you. Le reportage ce soir, c'est donc le dernier volet de notre série sur la Syrie. 5 mois après la chute du régime, retour ce soir sur la terrifiante prison de Sednaya avec les détenus qui en sont sortis. Ils sont plus de 1700 à avoir été libérés le 8 décembre 2024, le jour donc de la chute de Bachar el-Assad. Cette prison, symbole de la torture, des pires horreurs de la dictature syrienne, doit aujourd'hui être transformée en musée. Mais le gouvernement et les associations continuent leur quête des disparus. Près de 136 000 personnes au total, c'est ce que dit le réseau syrien des droits de l'homme. Les rescapés, eux, tentent de se reconstruire difficilement, sans aide financière, sans emploi, la tête remplie de ces horreurs vécues pendant ces années enfermées. Vous allez entendre le témoignage de 3 hommes ce soir, et c'est Manon Chaplin qui raconte. Lorsqu'il parle, son regard balaie le sol, de droite à gauche, puis de gauche jusqu'à droite, comme s'il recherchait un point sur lequel s'accrocher. Mohamed, 35 ans, a perdu l'équilibre le jour où il s'est fait arrêter. C'était un mois de novembre en 2018 par le service judiciaire de la ville de Sanamain, au sud de Damas. On l'accuse de compter parmi les rangs de la révolution. Lui dit simplement être journaliste, écrire des histoires, raconter de la société syrienne les aspirations. Il est amené vers la prison de Sednaya, un lieu qui se vit, dit-il, un lieu qui ne se raconte pas. Lorsque quelqu'un arrive, il y a toujours la même fête d'accueil. Tu dois te déshabiller
Et là commence la barbarie, les coups. Ils te frappent avec des chaussures, des bâtons, tout ce qu'ils trouvent. Ils te frappent des centaines de fois. Mohamed est ensuite amené dans une cellule dite collective, car c'est le seul diplômé, il est nommé responsable. C'est à lui de dénoncer ses codétenus lorsqu'une règle n'est pas respectée. La liste est longue, interdiction de prier, de parler politique, interdiction de se rassembler, de se masser, interdiction lors du ramadan de jeûner. Au 13e jour du ramadan, ils ont vu à travers la caméra de surveillance que l'on cachait de la nourriture. Ils sont venus fouiller la cellule et l'un des gardiens m'a dit « Qui jeûne ici ?» J'ai répondu « Personne, seulement 2-3 détenus qui sont malades. » Ils m'ont sorti dehors et m'ont battu 250 fois. Il m'a demandé de jeter toute la nourriture par terre, dans les toilettes, puis de la ramasser. Ils nous ont mis en ligne. Une personne sur 5 a été ordonnée de mettre la tête dans l'assiette, de manger. C'était rempli de merde. Une personne a refusé de le faire. Ils l'ont sorti et l'ont battu. Il a été transféré à l'hôpital et il n'est jamais revenu. Mohamed continue. Son regard ne décroche plus le carrelage. Il y avait la privation de nourriture, de médicaments, la privation de sommeil, les épidémies de gale et de tuberculose, et puis la cellule qui, jour après jour, se vide un peu plus. Jusqu'à ce jour, le 8 décembre 2024. On a entendu des tirs autour de la prison. On a cru que c'était la fin. Puis un homme est arrivé jusqu'à nous, la cellule numéro 10, et nous a dit « Paix sur vous, le régime est tombé. L'armée libre est arrivée sur la place des Omeyyades. » Au moins 6 ou 7 personnes se sont évanouies lorsqu'elles ont entendu la nouvelle. Ce jour-là, comme tous les autres, quelques 1700 personnes, Mohamed est sorti. Il se dit aujourd'hui détruit. À ses côtés, 2 de ses codétenus sont venus l'aider à témoigner. Ce que l'on veut, dit l'un d'eux, c'est que toutes ces personnes soient jugées. Une commission a certes été créée, mais pour l'heure, aucun travail de justice transitionnelle n'a commencé. Le 3e, Jabr, a l'impression depuis 5 mois de crier à l'aide, mais d'être muet. Je n'ai reçu aucune aide, aucun traitement, rien. Ma peau est brûlée au 3e degré. J'ai besoin d'une greffe. Si je travaille plus de 3 ou 4 heures par jour, je ne peux plus gérer, je le sens. Mes jambes me font horriblement mal. À l'heure actuelle, je ne peux presque plus bouger mes jambes. Psychologiquement, c'est dur. Alors Jabr s'est réfugié dans la maison de son grand-père. La sienne, juste en face, a été détruite par les bombes lorsqu'il était en prison. De l'aide financière, il en demande en vain au gouvernement, aux associations. Il en existe au total une dizaine. Celle d'Abdul Monaim Kayed a été fondée en janvier. Il regrette un manque de coordination. Le besoin le plus pressant, c'est l'aide médicale, le soutien psychologique, les soins médicaux. La peur est la racine de tout. La peur qu'ils nous ont fait vivre nous a rendus vulnérables à toute maladie. La peur et les coups ont pour toujours affecté nos corps. Les sévices qui ont affecté son corps, Mohamed, lui, au micro, n'arrive pas à les énoncer. Alors, sur son téléphone, il écrit 2 lignes qui résument les agressions sexuelles dont il a été quotidiennement victime. Il conclut, sans s'épandre, « Merci d'être venu ». Tout cela ne se raconte pas, c'est vrai, mais raconter, c'est finalement la seule chose qui reste à faire pour témoigner de la violence endurée toutes ces années. Manon Chaplin, merci beaucoup. Merci pour ce reportage et cette série qui est à retrouver bien sûr sur la page du 18-20 de France Inter. L'actualité internationale du jour passée sous les radars, c'est Kevin Dufresne. Et nous sommes donc d'abord à San Marin, où un tueur en série a été arrêté. Un serial killer très particulier, puisque ces 15 dernières années, il s'en est pris à des chiens dans ce très paisible micro-État enclavé de l'Est de l'Italie, un peu plus de 30 000 habitants, une quarantaine de chiens tués, empoisonnés. Cet homme est un retraité de 84 ans, plusieurs fois entendu au cours de cette enquête au long cours. Il a toujours clamé son innocence, mais cette fois la police indique disposer d'indices précis et concordants. À son domicile, les enquêteurs ont trouvé de quoi fabriquer des appâts à base de viande imbibée d'un puissant pesticide interdit depuis 2006 et même parfois des bouts de verre. Sa voiture a également été repérée sur les images de vidéosurveillance près des lieux où plusieurs chiens ont été empoisonnés ces dernières semaines. Le serial
killer, des cani comme l'appelle la presse locale, risque 3 mois de prison. La loi vient d'être durcie à Saint-Marin, mais elle n'est pas rétroactive. Nous sommes en Bolivie avec un petit soulagement pour un ancien président. Oui, une juge a annulé hier le mandat d'arrêt à l'encontre d'Evo Morales, premier président indigène qui a dirigé le pays de 2006 à 2019. Il était accusé de traite de mineurs. Selon le parquet, il aurait entretenu en 2015 une relation avec une adolescente de 15 ans avec l'accord de ses parents en échange d'avantages. Evo Morales a toujours nié, estimant être victime d'une persécution judiciaire lancée par son successeur, l'actuel président Luis Arce, issu du même parti que lui. Pour éviter l'arrestation, Evo Morales est retranché dans son fief dans le centre du pays depuis 7 mois maintenant. Mais le président du Conseil de la magistrature a annoncé lancer une enquête contre la juge qui a pris cette décision. Evo Morales a dans la foulée réaffirmé qu'il compte se présenter à la présidentielle du mois d'août malgré l'interdiction prononcée par la Cour constitutionnelle puisqu'il a déjà effectué 2 mandats. Et puis nous sommes en Irlande avec le défi d'une vie. Celui de Colm Dalton, originaire du comté de Kerry dans le sud-ouest de l'île, expatrié à Londres où il enseigne l'anglais à des étudiants étrangers mais qui, fier de ses racines, a décidé de boire un coup dans tous les pubs irlandais du monde. Une idée lancée lors d'une conversation avec un de ses collègues. En 2017, il part à Bilbao en Espagne pour une première expérience et ouvre un site internet pour répertorier tous ces pubs. Il en a déjà testé une centaine dans 47 pays, d'Amsterdam au Texas, de Jakarta à Gibraltar. Mais d'après la très sérieuse Fédération mondiale des pubs irlandais, il en existe 6500 dans le monde. Pas de quoi effrayer Colm Dalton. À nos confrères de l'édition du soir de Ouest France qui l'ont rencontré, il explique que s'il en visite 300 par an jusqu'à ses 87 ans, il en a 41 aujourd'hui, il peut réussir à tous les faire. Pour lui, un bon pub irlandais est avant tout accueillant. Il doit y avoir de la musique et une déco typique. Si vous voulez le suivre, ça s'appelle Publican Enemy sur Instagram ou sur son site du même nom, où il résume sa démarche en 3 mots, psychogéographie, anthropologie et pinte de Guinness, bien sûr, à la vôtre, mais avec modération. Allez, à la vôtre aussi, Kevin. Merci beaucoup. Vous partez en passant par le Canada avec Feist, Mushaboom sur France Inter. Helping the kids out of their coats, but wait, the babies haven't been born. Unpacking the bags and setting up, and planted lilacs and buttercups. But in the meantime, I got it hard. 2nd floor living without a yard. It may be years until the day my dreams will match up with my pay. Oh, dirt road, deep snow, watching the fire as we grow. Tip my cap on a little road barely on the map. Feist et Mushaboom sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le monde à 18h50, c'est Franck Madvon. How dare you?
Fabienne Synthèse. Le 18-20. Franck, un accord a donc été signé hier entre Kiev et Washington sur l'exploitation de minerais en Ukraine. Et ce soir, vous nous dites pourquoi ce compromis apparaît comme une victoire pour l'Ukraine. Oui, cet accord comporte encore beaucoup d'inconnus et il doit être validé par le Parlement ukrainien, sans doute dans les 2 semaines à venir. Le texte donne aux États-Unis un accès aux ressources naturelles de l'Ukraine, minerais, terres rares, gaz, pétrole. Les 2 pays doivent mettre en place un fonds d'investissement à parts égales pour la reconstruction de l'Ukraine, investir ensemble donc pour l'extraction des ressources naturelles, puis injecter les éventuels profits dans le pays pour les 10 ans à venir. Donald Trump présente l'accord comme une compensation de l'aide fournie à Kiev par Washington depuis 2022, mais en réalité, l'Ukraine n'a pas à rembourser l'aide militaire qui lui a été apportée, comme le demandait au départ le président américain. Parce que cet accord, Franck, part de très loin. Il y a 2 mois déjà, le 28 février, un compromis sur les minerais devait être signé à Washington, mais ce jour-là, on s'en souvient, Volodymyr Zelensky subissait une humiliation dans le bureau ovale. Et depuis son investiture, on ne cesse de raconter à quel point Donald Trump semble adopter le narratif russe. Il a suggéré que l'Ukraine avait déclenché la guerre, qu'il était plus simple de négocier avec Poutine qu'avec Zelensky. Son administration serait prête à reconnaître le contrôle russe sur la Crimée, voire sur 4 provinces ukrainiennes. Dans un tel contexte, l'accord sur les minerais s'apparentait plus à un racket de Washington pour rembourser ses 350 milliards de dollars d'aide à Kiev. Une estimation farfelue signée Trump. C'est en réalité 3 fois moins. Mais en 2 mois, l'Ukraine a obtenu des concessions. Oui, d'abord, on l'a dit, cet accord ne vise pas à rembourser une dette qu'aurait contractée l'Ukraine. Aucune somme n'est avancée sur les bénéfices éventuels de l'opération pour les États-Unis. Le texte autorise l'Ukraine à rejoindre l'Union européenne. La présidence Zelensky est par ailleurs reconnue par Washington. L'administration Trump a plusieurs fois remis en question la légitimité du président ukrainien, qui n'a pas eu à affronter un nouveau vote en raison de la loi martiale. Ce ne serait donc plus le cas. Et puis il y a les mots employés par les Américains. Le Trésor mentionne dans son communiqué l'invasion à grande échelle de la Russie, une expression quasi inédite pour cette administration qui s'engage pour une Ukraine libre, souveraine et prospère. Donc Franck, le vocabulaire a changé et l'humeur aussi côté ukrainien. Il n'y a pas encore lieu de se réjouir, la guerre continue, des frappes quotidiennes encore ce matin à Odessa. L'accord n'évoque pas les garanties de sécurité à long terme pour l'Ukraine, mais le vent semble légèrement tourner, Fabienne. Le tête-à-tête Trump-Zelensky dans la cathédrale Saint-Pierre samedi à Rome pour les obsèques du pape produit ses premiers effets. Le président américain s'est demandé dans un message si Poutine ne le baladait pas, s'il voulait vraiment arrêter la guerre. Plus de 60 sénateurs américains, dont des proches de Trump, soutiennent un texte visant à imposer de nouvelles sanctions à la Russie, mais aussi des sanctions contre les pays qui aident Moscou dans son agression de l'Ukraine. Demain, l'humeur aura peut-être encore changé. Aujourd'hui, au lendemain de cet accord sur les minerais, les Ukrainiens peuvent s'autoriser un prudent optimisme. Franck Maddevon, merci beaucoup. Le jeudi, Stéphane Jourdain explore le monde du numérique et de l'IA. Il y va, la tech la première. France Inter, le 18-20. La tech la première cette semaine, Stéphane, vous nous parlez d'une petite révolution qui touche le monde de l'audio. Google lance une intelligence artificielle qui permet de générer un podcast en français à partir de n'importe quel texte. Et vous allez nous expliquer pourquoi ça va faire du bruit. Oui, j'ai pu tester le générateur de podcast de Google et tester une telle IA quand on travaille à Radio France. Mais ça donne un peu l'impression d'être le dinosaure chargé d'observer à la jumelle la météorite qui fonce tout droit sur la Terre. NotebookLM, c'est le nom de cette IA, a été lancé par Google il y a près de 2 ans avec une fonction très prisée aux États-Unis. Son générateur de podcast, en anglais jusqu'à maintenant, disponible en français depuis quelques heures. Son fonctionnement est ultra simple. Vous chargez n'importe quel document écrit, un PDF, une page web ou même des notes perso que vous copiez-collez et en quelques secondes, NotebookLM le transforme en podcast plus vrai que nature. Oh là là, donc vous avez testé en français avec des documents très sérieux. Oui, on commence avec une dépêche assez aride de l'AFP sur l'Iran, pas loin de disposer de la bombe atomique. Voici le résultat, passé à la moulinette du générateur de podcast de Google. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet brûlant, la tension autour du programme nucléaire iranien. Ça monte. Oui, clairement. On va s'appuyer principalement sur une dépêche AFP qui est tombée aujourd'hui même.
Et ce qui lance tout ça, c'est une déclaration assez percutante, on peut dire, du chef de l'AIAEA, Raphaël Grossi. Ah oui, j'ai vu ça. Il dit en gros que l'Iran est pas loin de pouvoir faire une Alors, bombe. vous l'entendez, ça marche pas mal. Les relances. Les relances, c'est bof. Hein. Ouais, ok, mais il y en a. Les hésitations, tout y est à peu près. Ouais. Et tout ça en quelques secondes. Et on continue avec la Cour des comptes. Oui, rapport annuel sur les politiques à l'égard des jeunes, 611 pages. Notebook LM en fait un podcast de 20 minutes. Bienvenue dans notre plongée au cœur de la jeunesse française. Bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, le rapport annuel 2025 de la Cour des comptes sur les politiques publiques pour les jeunes. Oui, et notre mission, on pourrait dire, c'est de décrypter pour vous ce rapport qui est quand même assez dense. Très dense, oui. On va regarder ensemble ce qui marche, ce qui coince un peu, les pistes pour améliorer les choses. Alors, la capacité de synthèse du logiciel est assez bluffante, sa précision aussi, tout ce qui est dit est très factuel. Sauf qu'il y a trop de fake, si je puis me permettre. Dernier essai, Stéphane, avec le document le plus ennuyeux de la République française. Oui, le journal officiel. Alors, comment Google s'en sort ? Ce document, parfois un peu dense, mais c'est une vraie mine d'infos sur ce qui se passe en France. On va chercher les pépites pour vous. Exactement. On va naviguer un peu dans tout ça, décrets, arrêtés, avis divers, pour vous donner une vision la plus claire possible sur ce qui se trame dans les coulisses de l'État, de l'éco, de la santé. Rendre ça pertinent, voilà. Alors, une mine d'infos, ça donnerait presque envie de s'intéresser au journal officiel. Alors, on continue un coup. On commence par un classique, les mouvements dans la fonction publique. Pas mal de nominations, de changements de poste. On voit par exemple des arrêtés du 14 avril, des postes assez importants dans les SGAR, les secrétariats généraux pour les affaires régionales. Ça dépend de l'intérieur, ça. D'accord. Et puis un nouveau directeur adjoint à La Réunion. Il y a aussi des intégrations, titularisations. Aux armées, par exemple, bon, rien de totalement bouleversant, mais ça montre que les équipes, elles tournent. Les équipes, elles tournent, Fabienne. Et le générateur de podcast de Google, il tourne aussi, et donc le test est réussi. Et les SGAR, c'est vraiment passionnant. Alors c'est beau tout ça, Stéphane, mais concrètement, ça sert à quoi ? Alors on a posé la question à l'un des concepteurs de Notebook LM, l'écrivain, prof de journalisme à New York, Steven Johnson. Ça permet des choses assez incroyables. Imaginons que vous soyez au volant de votre voiture le matin en allant au boulot. Vous avez une réunion que vous n'avez pas eu le temps de préparer. Vous allez pouvoir demander à Notebook LM de générer un podcast personnalisé qui vous résume toutes les réunions passées. Les deux animateurs du podcast vont discuter tranquillement de tout ce qui s'est dit dans ces réunions. Et ça va vous rafraîchir la mémoire alors que vous êtes en route vers le travail. Résumer les réunions passées, ça marche aussi avec les réunions de prévision du 18-20. Ça m'étonnerait. Autre exemple, vous avez trouvé, Stéphane, un scénariste français qui se sert de tout ça. Oui, Jérôme Génevray, ancien ingénieur informatique, devenu scénariste. On lui doit notamment La Nuée, un film d'horreur sorti en 2020. Alors, à quoi lui sert ce générateur de podcast ? Je vais vous donner un exemple concret. Imaginons que j'ai envie de faire l'adaptation du Comte de Monte Cristo. Donc, je vais avoir le livre qui est dans le domaine public au format PDF qui doit faire plus de 1200 pages. Je l'importe dans Notebook LM et dans mon exemple, je vais demander à 2 podcasteurs digitaux de parler de l'intrigue du Comte de Monte Cristo, ce qui est une autre façon pour moi de pouvoir explorer cette histoire pour voir comment je peux l'adapter. C'est utile parce que se faire raconter l'histoire, c'est une autre façon de stimuler son esprit pour l'analyse de scénario et le ping-pong d'idées. Le ping-pong d'idées, et ce n'est pas tout. Dans sa version anglaise, Jérôme se prend même pour Fabienne Synthèse, vous allez l'entendre. Et ce qui est encore plus fort, c'est que pendant la lecture de ce podcast, on peut intervenir un petit peu comme le téléphone sonne de France Inter, poser des questions à l'un ou l'autre des 2 podcasteurs et ils vont y répondre de la manière la plus fluide possible et reprendre ensuite le cours de leur discussion. Notebook LM, aussi fort que le téléphone sonne. Ouh là là, ils vont m'énerver ma Fabienne. Là. Ah non, pas mon téléphone sonne. Merci beaucoup. C'est pas vrai, Stéphane Jourdain. Allez, à la semaine prochaine.